Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va voir maintenant la confusion de la personne âgée qui est un sujet fréquent, très fréquent, on va le voir, puisque d'autre part, enfin d'une part la population vieillit et d'autre part avec les soins la population vieillit de plus en plus et meurt entre guillemets, tant mieux, de moins en moins. C'est une pathologie qui est fréquente, la confusion chez la personne âgée, c'est 30% des plus de 70 ans au service d'urgence. Alors déjà qu'ils sont majoritaires, alors 30%, vous voyez que vraiment c'est une problématique. Il faut d'abord évoquer l'organicité, traiter l'étiologie et pas se dire ah il est confus, il nous embête, on va le sédater. J'exagère un peu mais c'est un peu ça. Et il n'y a pas de consensus médicamenteux. Alors ça, on va voir ce qu'on peut mettre. Alors la confusion aiguë. Alors, qu'est-ce que c'est la confusion aiguë et comment l'identifier? Alors la confusion aiguë, ce qui est marrant, c'est que nous les Français on dit confusion, mais dans la littérature et sur PubMed entre autres par exemple, on trouve surtout tout ce qui se fait avec le mot-clé délirium. Et j'avoue que j'ai tendance à utiliser aussi le mot délirium, même si des fois les collègues aiment pas trop. Mais je pense que c'est plus intéressant d'utiliser délirium que confusion, même si effectivement les familles ont aussi tendance à utiliser le mot confusion. Et là, c'est un diagnostic qui est difficile, qui est clinique et qui peut se faire avec plusieurs arguments, entre autres un changement rapide du comportement habituel. Vous voyez déjà qu'il y a des mots qui sont un peu compliqués, il n'y a pas de mesure, c'est pas un dosage, mais c'est un changement rapide. Qu'est-ce que c'est rapide? Et du comportement habituel. Vous voyez qu'un patient, tout de suite on va me dire, ah, s'il est dément, bah oui ça va être compliqué, on va voir ça. Et une inversion du rythme nictéméral, donc c'est-à-dire qu'il dort le jour et il se réveille la nuit. Donc pour les familles aussi, ça devient compliqué. Qu'est-ce qu'on va rechercher? Une désorientation temps-espace. Vous vous doutez que ça ne favorise pas. Une perturbation de la conscience de soi, des tiers, des troubles de l'attention, des troubles cognitifs du langage. Ça peut être à la fois simplement la recherche de mots, mais pour lesquels tous ces symptômes, il va falloir avoir quelques étiologies en tête. Et bien sûr, vous pensez tout de suite aux AVC. Et oui, il faut évidemment y penser. Les troubles de la vigilance, omnubilation et plein d'autres, que sais-je. Les troubles psychiatriques, hallucinations, bref, il y a beaucoup de symptômes et de signes à rechercher. Tout cela peut engendrer par ailleurs une anxiété perplexe du patient. Il se demande ce qu'il se passe, une certaine agitation ou non, pas toujours, des tableaux plus ou moins complets, à tendance hypoactive. La forme hypoactive, c'est vraiment la plus fréquente, donc le patient est amorphe, entre guillemets, par rapport à son habitude. Ça, c'est 90% des cas. Vous voyez que le patient hyperactif, ah oui, c'est facile. Le diagnostic est facile quand la personne âgée est complètement surexcitée, détache tout, pose des questions à tout va et sans sens, avec un fond illogique. Oui, c'est facile, il est hyperactif, mais bien souvent, c'est quand même un patient hypoactif. Est-ce qu'on a des outils pour s'aider? Oui, on a des outils. On va en voir quelques-uns. On a par exemple la CAM, donc Confusion Assessment Method, pour mon anglais incroyable, où certains critères doivent être présents. 3 parmi ces 4, dont au moins les 2 premiers, c'est-à-dire un début soudain, une fluctuation des symptômes. Vous comprenez ce premier critère qui fait référence surtout à une antériorité, une comparaison et au caractère brutal, vraiment. Donc ce sont des questions un peu vagues, il n'y a pas de critères à proprement parler où on coche oui, non. Donc il faut rechercher, ça demande du temps, ça peut demander du temps. Le deuxième critère c'est l'inattention, il a des difficultés à se focaliser, perte de fil du discours, facilement distrait. En plus de ça, vous imaginez qu'il y a des pathologies psychiatriques qui peuvent tout à fait rentrer dans ces cases. Une désorganisation de la pensée, un patient qui est incohérent, désorganisé, illogique, imprévisible. Est-ce qu'il passe du coq à l'âne? Bon, le 2 et le 3, quand il y a une schizophrénie, oui, évidemment, mais on n'aura pas le critère 1, par exemple. Et pour le 4, des troubles de la vigilance, il n'y a pas de Glasgow, vous voyez, mais c'est alerte.
Bon, normal. Est-ce qu'il est vigile, léthargique, stuporeux ou bien carrément comateux? Mais ça suppose de connaître l'état antérieur du patient. Donc si c'est la première fois que vous le voyez dans le box des urgences, bon courage pour connaître tous les patients du monde. C'est pour ça qu'il va falloir s'aider un petit peu de l'entourage. Une autre chose connue des intensivistes et des réanimateurs, la CAM-ICU, donc Confusion Assessment Method Intensive Care Unit. Waouh, quel anglais, je suis toujours fasciné. Et vous pouvez faire pause pour lire quelques signes. Je reprendrai simplement un ou deux points. Par exemple, pour le critère 2, l'inattention, on peut faire un test, comme le test abracadabra. Donc c'est pas de la magie, mais on demande d'épeler chaque lettre et de demander au patient de serrer la main à chaque fois qu'il entend la lettre A, le son A. Ça peut se faire quand le patient est intubé. C'est pour ça que cette échelle a été faite, parce que sinon, c'est difficile de parler quand on a un tuyau dans la bouche. Donc, les critères 3 de la CAM sont difficiles à retrouver, alors que quand il répond oui, non à la question « est-ce qu'une pierre flotte sur l'eau ?», il peut faire un signe de la main, par exemple. Ou alors, montrez-moi le même nombre de doigts, vous lui montrez 2 ou 3 doigts, et s'il fait la même chose, même intubé, il peut le faire. Et vous comprenez pourquoi cette échelle a été faite. Mais c'est un peu long, parce que si on fait tout ça, et si on le fait bien, et ben ça demande des minutes. Et des fois, des minutes, on n'en a pas beaucoup aux urgences. Alors comment faire pour être un peu plus rapide? On peut utiliser le Delirium Triage Screen. C'est un peu plus rapide. Juste, est-ce qu'il est bien conscient? Donc on évalue le degré de conscience du patient et on demande, par exemple, en anglais, d'épeler un mot à l'envers. On peut dire le mot monde, on évite de lui demander anticonstitutionnellement à l'envers, parce que là ça va être compliqué pour tout le monde, mais le mot monde ou bien son nom à lui, ça peut tout à fait le faire. Et après, si c'est positif, on pose encore, on peut évaluer simplement rapidement 2-3 choses avec une ou deux questions. Est-ce que le niveau altération du statut mental, ou vous voyez une fluctuation, est-ce que vous pouvez m'épeler les mois de l'année à l'envers? 2-3 questions et rapidement on peut avoir une bonne sensibilité dans notre examen. Vous voyez ces différents outils. Ça demande du temps pour le CAM-ICU, ça demande encore plus de temps. Et certes, on est très sensible et très spécifique, mais peut-être que ça suffirait des scores ou des aides, des outils plus rapides. Est-ce que l'expérience peut aussi être efficace? Bon, à voir. En tout cas, ne pas confondre. Confusion et démence. C'est très important. La confusion, c'est un début brutal, avec des fluctuations qui peuvent être rapides. On voit que la vigilance est quand même pas parfaite. Et souvent une inversion du rythme nictéméral. Pas toujours, mais assez fréquemment. Et la durée, ça évolue en quelques heures, quelques jours. Alors ils mettent dans les livres, dans la littérature, des fois quelques semaines, mais on n'est pas dans le mois, quoi. Ça fait pas un mois qu'il est comme ça. Alors que la démence, il peut y avoir une évolution, il y a une évolution qui est déjà plus lente. Il n'y a pas de fluctuation, c'est plutôt continu, même si ça peut être rythmé parfois, selon la pathologie, par des crises un petit peu. C'est quelque chose qui est fluctuant, ça vient pas, ça change pas 3 fois dans la journée. Il n'y a pas d'atteinte de la vigilance bien souvent, et le rythme nictéméral reste préservé assez longtemps, en tout cas, assez longtemps, même si dans certaines démences, il peut y avoir aussi des épisodes confusionnels. Donc il faut connaître effectivement cette démence à corps de Lévy, pour lequel il y a une grande difficulté d'évaluation, et garder en tête que toute agitation d'une personne démente, c'est pas forcément une confusion. La question de savoir quand hospitaliser notre patient, donc il est à un point donné, est-ce qu'il est dans une maison de retraite, à la maison ou ailleurs, que sais-je, quand est-ce qu'il faut l'hospitaliser? Parce que la confusion, ça reste une urgence médicale. Eh bien, il faut l'hospitaliser si il peut y avoir le pronostic vital et ou fonctionnel engagé, si le patient est dangereux pour lui-même ou pour son entourage, s'il y a une impossibilité de réaliser des examens complémentaires en ambulatoire, s'il y a une modification d'un traitement qui nécessite une surveillance pluriquotidienne, ou si tout simplement la prise en charge n'est pas possible sur le lieu de vie. Dans une maison de retraite, parfois on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Et une fois qu'on arrive à l'hôpital, il y aura cette personne, l'IOA, donc l'infirmière d'orientation de l'accueil, qui va avoir un rôle prépondérant
petite parenthèse dessus, ça me semblait important, puisque cette personne va devoir, ce soignant va devoir diriger l'interrogatoire et rapidement différencier la démence de certaines étiologies par ailleurs. Puisque si l'IOA n'est pas en mesure de demander par exemple à l'entourage qu'effectivement il s'est tenu la poitrine il y a 3 heures et de demander un électrocardiogramme, ou en tout cas de demander au médecin peut-être de regarder l'électrocardiogramme ou son avis, il peut y avoir un retard de prise en charge pour certaines pathologies. Il faut recueillir les antécédents, les traitements, les modifications de tout ça et bien cerner le motif de recours aux soins auprès des ambulanciers de la famille, appelés vraiment, et pas se limiter uniquement à l'interrogatoire du patient. Il faut prendre tous les paramètres, glycémie, hémoglobine éventuellement, peut-être, s'il fait une hémorragie digestive, il peut être confus, sur un bas débit cérébral, bref, il faut faire le point complet. Quelles sont les causes possibles? On va éviter la longue liste à l'après-vert, mais il va falloir quand même en détailler un ou deux, et au moins que je vous les dise. Il y a des facteurs prédisposants. S'il y a une démence avérée, bah oui, il est plus à risque de confusion, une immobilisation, contention, un déficit sensoriel. Mettez les oreilles au patient, je parle des appareils auditifs, les comorbidités multiples, un état de dénutrition, polymédication, 4 ou plus, c'est polymédication. Vous voyez, ils sont tous polymédiqués, nos patients âgés. Un antécédent de confusion, qui a déjà fait, refera. Ça, j'adore cette expression parce qu'elle est tellement vraie aux urgences. Qui a fait, refera. Un trouble psy, oui, des troubles de l'humeur et une dépression sous-jacente, ça peut ne pas favoriser les choses. Et les facteurs déclenchants, on est parti puisque la liste est longue. Les causes en bleu, je vous les ai mises parce qu'elles sont facilement rattrapées par le bilan biologique, mais il faut quand même penser un peu à tout. Et après le reste, il faut beaucoup réfléchir. Les causes infectieuses, on aura souvent une CRP ou quelque chose qui nous oriente, une température, bref, beaucoup de choses. Les causes cardiologiques, il va falloir faire des électrocardiogrammes. Faites-le, ça rapporte facilement et c'est rapide à faire et ça donne beaucoup d'infos. S'il est bradycarde à 35 ou s'il a des ESV, un bigéminisme, je ne sais pas, ça ne fonctionnera pas bien. Et donc bas débit cérébral, et donc ça peut être l'explication d'une confusion. Sur le plan neurologique, c'est beaucoup plus compliqué. Un AVC éventuellement, juste une HLH sur un déficit occipital ou quoi que ce soit. Bon, bref, c'est très peu symptomatique pour le soignant, pour l'entourage, parce qu'il ne va pas vous dire je vois pas très bien sur les côtés, cher docteur. Donc il va falloir bien l'examiner et ça peut être pourvoyeur de confusion bien évidemment. Un sous-dural ou 2 sous-duraux de chaque côté, pourquoi pas. Il n'y aura pas de signe de focalisation, d'autant plus que souvent ils ont de la place dans le cerveau avec les printemps, on va dire. Les hémorragies, bien sûr, l'épilepsie. Alors là c'est compliqué, mais il peut y avoir une confusion sur une épilepsie focale même. Un trauma crânien, l'encéphalopathie carentielle que vous pouvez peut-être rattraper avec le bilan bio. Si vous avez un doute, scanner, éventuellement EEG. Alors, ne me dites pas à chaque fois ils font une épilepsie. Je vous dis que c'est une des causes possibles, mais il faut le garder en tête. Au niveau métabolique, tout ce qui est anormal, donc la glycémie, la natrémie, la calcémie, l'hydratation, enfin bref, il y a le choix. Psychiatrie, on en a déjà parlé, mais ça peut être le cas, tout simplement. Un veuvage, un décès dans la famille, c'est des événements traumatisants. Les toxiques, alcoolisation, ça se voit, malheureusement ça se voit. Plus fréquemment qu'on ne le pense, un sevrage, je l'ai mis avec un astérix parce qu'il faut vraiment l'évoquer, sevrage de beaucoup de choses. Et les intoxications diverses et variées et les causes un peu générales. Donc les facteurs généraux, on a le globe urinaire, palper le globe, j'allais dire globe TR systématique, mais presque quand même. N'importe quelle douleur, une fièvre isolée, une privation sensorielle ou de sommeil, bref. Et la iatrogénie, la liste est très longue. Les benzos, les fluoroquinolones, on ne les donne pas pour ça. Les IPP, les bêta-blocs, et vous voyez que les antalgiques, c'est pareil. La liste est très très longue, donc épluchez les ordonnances. Et pour un peu plus d'infos encore en vidéo, vous pouvez retrouver un topo que j'ai fait aussi sur l'accueil des patients aux urgences. Alors quel bilan réaliser en urgence ? Parce
qu'on peut tout doser dans la vie, mais qu'est-ce qu'il faut faire en urgence et pas faire en urgence? Bah, en urgence, déjà, c'est confronter les interrogatoires. Patient, famille, médecin. Il faut discuter un peu avec tout le monde pour avoir toutes les infos. Donc, on écoute ce que nous dit le patient et on écoute ce que nous dit la famille. Avoir l'état de base, un MMS, un GIR, qui ne sont pas souvent toujours marqués d'ailleurs, bref. Éliminer globe, fécalome et douleur, ça c'est simple, c'est rapide. Est-ce qu'on met peut-être pas un paracétamol comme ça au cas où, s'il n'en a pas déjà eu, au moins on voit si ça le calme un peu. Et le bilan initial qui est recommandé par l'HAS. Alors, je vous ai mis ce qu'ils mettent, ionogramme, urée, protide, créate, calcémie, NFS, CRP, BE, ECG, scanner cérébral. Petit point critique sur l'urée, qui n'est pas remboursé, si c'est pas pour une cause spécifique en ambulatoire. Ça peut être informatif. Personnellement, je ne le mets pas systématiquement. Je dirais qu'il faut rester critique aussi sur ce qu'on prescrit. Si on a une cause d'hémorragie digestive, oui, pour le score de Blatchford, ça peut aider, ok. Les protides totaux, bon, oui, aussi, ça peut être un argument biologique pour une déshydratation, mais bon, si il semble être un peu comme un pruneau d'Agen avec une langue bien rôtie, est-ce qu'on a besoin d'avoir le bilan bio pour confirmer que le patient est sec? Je suis pas sûr. Et la TDM cérébrale, s'il y a un signe de focalisation ou une suspicion d'hémorragie ou un traumatisme crânien, même mineur, c'est indiqué. Si on a un doute, je pense que c'est pas infaisable de demander ça en urgence. J'avais oublié de générer les images avec, mais c'est pas grave. Le bilan secondaire comporte IRM, EEG, PL, si fièvre non expliquée bien sûr, et plus ou moins un élargissement du bilan. Quelle prise en charge pour les patients? Adapter l'environnement, j'en ai parlé déjà dans une vidéo. Idéalement avec des fenêtres, idéalement au calme, sans vraiment une obscurité totale, sans contention, favoriser la mobilité, bien bouger, bien boire, etc. Alors le monde des bisounours, c'est bien, la réalité, c'est pas ça. Bien sûr, l'attitude du soignant, le langage non verbal, on pose la main sur le patient, on est réconfortant. L'expression du visage est analysée par le patient âgé et donc comme pour beaucoup de patients, mais c'est d'autant plus important. Mettez les oreilles, les yeux aux patients s'ils ont des appareils auditifs, des lunettes, il faut leur mettre pour qu'ils voient, pour qu'ils entendent, pour qu'ils se repèrent. Des objets personnels, pour certains, il y a un peu un mécanisme d'arriération, mais de retour un peu en arrière, où certains objets personnels permettent un réconfort notable. La famille peut être là. Évaluer le bénéfice-risque de certains gestes. Plutôt cathé obturé qu'une perfusion en continu. Bien protéger le cathé s'il risque de se l'arracher, puisque ça c'est un jeu... En tout cas, quand le patient est confus, il ne comprend pas, donc il se l'enlève, forcément. Une sonde urinaire, est-ce qu'il faut vraiment la poser? Ou est-ce qu'on peut, même si c'est compliqué, embêtant, vous voyez, tout ce genre de choses. Idéalement, admettre le patient en gériatrie, une admission directe. Bon, ça c'est pareil, ça se fait pas, ça se fait plus. La contention physique doit être limitée le plus possible. Et les recommandations nous disent qu'il est recommandé d'arrêter et de remplacer, si besoin, tous les médicaments qui peuvent être responsables d'une confusion, ainsi que ceux qui ne sont pas indispensables. Donc vous voyez, quand on fait le bilan, on fait souvent le tri dans les ordonnances. Ce papier de 2024 est plutôt bien, il y a pas mal de lectures, mais je vais vous la faire. Pour la faire courte, c'est à mon sens ce qui nous manque un petit peu, ce côté humain dans ce monde qui va un peu trop vite. C'est important, on évalue le délirium, et j'utilise le mot délirium. Favoriser la communication, le respect, feedback, empathie bien sûr, identifier et traiter les causes, c'est ça qu'il faut faire d'abord. Oui, vous réévaluez les choses, etc. Une bonne critique, on permet l'amélioration avec d'autres thérapeutiques que les outils pharmaceutiques, les non-pharmaceutical treatment, la réévaluation des symptômes, et après si besoin on les traite, symptom management, on réévalue ce qu'on fait, et ça semble être quand même intéressant de faire ainsi. Quelle prise en charge? Alors pour certains médicaments, j'en ai déjà parlé dans des vidéos,
Il y a traitement symptomatique, hein, on va voir. Quelle classe médicamenteuse? Il n'y a pas de médicament qui a l'AMM patient aigu, confus, qui râle et crie aux urgences. Ça n'existe pas. Un patient, il est confus, il crie, il râle parce que il est confus. C'est pas parce qu'il veut, c'est parce que il y a quelque chose qui va réellement pas. La demi-vie, idéalement, doit être courte de ces médicaments. À voir avec les antécédents, peut-être qu'il a déjà pris quelque chose qui marchait bien. Une monothérapie plutôt que 50 molécules, évidemment. Une durée la plus courte possible. IV, Péros, on va voir ce qu'on a sous la main. Des neuroleptiques ou des benzos. D'abord les neuroleptiques, pour les détails. Surtout si c'est des troubles productifs, hallucinations, délire, etc. Donc vous voyez, vous pouvez faire pause pour avoir les molécules. Bien souvent, comme ils sont agités, puisque c'est des troubles productifs, on va devoir être plutôt dans l'IV. On peut négocier le Péros. Thiapridal, c'est pas mal. 50 mg pour les petits pois, 100 mg sinon. Et benzo, surtout pour l'anxiété. Bien sûr, on comprend l'anxiété qui est générée par la confusion. L'alprazolam, Xanax, des petites doses, toujours petites doses bien sûr, parce que les émonctoires fonctionnent moins bien. Le foie a eu quelques années, comme le rein d'ailleurs. Le lorazépam, oxazépam, idéalement des demi-vies courtes. Mais bon, bon courage pour aller donner ça Péros quand le patient est très agité. Maintenant, ces molécules-là sont utilisées principalement pour l'anxiété et donc normalement il ne devrait pas y avoir trop de difficultés à donner ça pour le patient anxieux. Et voilà, on a fait le tour, on arrive au point clé. Donc la confusion du patient âgé, c'est très très fréquent. Il y a deux choses à ne pas confondre, c'est le délirium ou confusion et la démence. L'un n'excluant pas l'autre, bien sûr. 3 étiologies, surtout 3 étiologies, globe, fécalome, douleur. C'est les choses les plus importantes. 4 grands oubliés, la iatrogénie, il est toxique. Malheureusement, l'alcool, c'est aussi un peu amnésiant. Et quand les patients vont pas très bien, à 80 ans, qu'ils sont tout seuls dans leur appartement, qu'ils arrivent à bouger mais plus trop et que ça va pas, ils peuvent s'alcooliser et venir aux urgences pour confusion. Et il va falloir doser l'alcoolémie, l'éthanolémie, qui risque d'être parfois augmentée. Je ne dis pas qu'ils prennent tous de l'alcool, je dis qu'il faut se méfier puisqu'on peut tout voir. Les infections, les atteintes neurologiques, est-ce qu'il faut faire un scanner, un EEG, métabolique bien sûr, la bio nous rattrape un peu les choses, et les axes de prise en charge, l'entourage, l'environnement, on met les appareils dans les oreilles, devant les yeux, et on les bichonne. Les soignants, c'est pareil, c'est à nous de nous mettre à leur hauteur, et par la suite peut-être des médicaments. Et voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, vous abonnez, la cloche des notifications, un pouce bleu, et vous pouvez faire un tour sur Amazon pour voir le livre que j'ai écrit sur les moyens pour réussir ses études et apprendre sans limite.